Je refais le point avec vous sur les révisions du bac blanc. Donc il y a 5 chapitres à revoir. Je crois que il faut refaire les exercices pour être vraiment à l'aise. Le premier chapitre qui porte sur la structure spatiale des espèces chimiques, vous devez tous, à partir d'une formule développée, semi-développée, topologique, retrouver la formule brute. Vous devez tous retrouver dans la formule d'une molécule des fonctions organiques que vous connaissez, la fonction amine, la fonction acide carboxylique, la fonction alcool, la fonction cétone et la fonction aldéhyde, par exemple. Vous devez savoir identifier un carbone asymétrique dans une molécule. Et donc, si on vous donne deux molécules qui ont la même formule développée et qui possèdent un carbone asymétrique, vous devez savoir dire s'il s'agit de la même molécule ou s'il s'agit de deux énantiomères, c'est-à-dire deux molécules non superposables qui ont la même formule développée. Elles sont alors énantiomères car elles sont images l'une de l'autre dans un miroir plan. On avait vu ensemble que dans ce cas, eh bien, finalement, il y a peu de différence sur les propriétés physiques, comme la température de fusion, ou les propriétés chimiques. Si, par exemple, il y a un acide carboxylique sur le pKa du couple acide-base. Ensuite, vous devez savoir repérer donc si la molécule possède plusieurs carbones asymétriques. À ce moment-là, deux molécules qui ont la même formule brute, la même formule développée, mais qui ne sont pas superposables, vous avez deux possibilités. Elles peuvent être images l'une de l'autre dans un miroir. À ce moment-là, on a deux énantiomères. Ou bien, elles ne sont pas images l'une avec l'autre dans un miroir, et à ce moment-là, on dit qu'elles sont diastéréoisomères. Attention, les énantiomères ont des propriétés physiques et chimiques identiques ou très voisines. Deux diastéréoisomères vont avoir des propriétés physiques et chimiques très différentes. Alors, je recherche si j'ai d'autres choses à vous raconter. Oui, vous devez savoir utiliser la règle Kahn, Ingold et Prelog. Refaites les exercices. Ça permet de nommer les énantiomères ou les diastéréoisomères correctement, sans se tromper. Je vous laisse refaire les exercices. Il y a aussi un autre type de diastéréoisomérie, ce sont les diastéréoisomères ZE, deux molécules qui ont la même formule brute, la même formule développée, mais qui ne sont pas superposables, qui n'ont pas de carbone asymétrique. À ce moment-là, elles sont diastéréoisomères ZE. Donc naturellement, ensuite, on est toujours passé, toujours en chimie, on est passé sur les réactions acide-base. Vous devez savoir identifier une réaction acido-basique. Si je vous donne une équation, pour cela, il faut vérifier qu'il y a bien un échange de H+, de protons entre deux espèces chimiques. Si on vous donne deux couples acide-base, en lisant l'énoncé correctement, vous devez savoir écrire l'équation de la réaction acide-base qui a lieu. Enfin, vous devez savoir, à partir de la donnée du pH, qui est une mesure simple à réaliser, évaluer la concentration en ion oxonium de la solution. Vous devez également connaître la définition du produit ionique de l'eau. Parfois, typiquement, les exercices sont les suivants. On vous donne le pH, vous en déduisez la concentration en H3O+, attention aux unités et des chiffres significatifs, et vous pourrez en déduire la concentration en HO- dans votre solution aqueuse. Il y a deux grands types d'acides, les acides forts et les acides faibles. Dans l'eau, un acide fort réagit totalement. AH plus H2O donne A- plus H3O+. Et la plupart des acides sont des acides faibles. Quand vous préparez une solution d'acide faible, une partie de l'acide reste sous la forme AH, une autre partie des molécules cède leur H+, pour devenir A-. Ils sont donc dissociés. On définit donc le coefficient de dissociation qui peut être donné en pourcentage
Je vous invite à refaire l'activité 2.2 qui permettait de déterminer le coefficient de dissociation. Enfin, un couple acide-base, il est caractérisé par une grandeur qui s'appelle le Ka, définition à connaître par cœur, il faut la réécrire, mais le plus souvent, on vous donne le pKa du couple. Là aussi, il faut savoir, je pense, j'en suis sûr même, refaire l'activité 0302. Dans la vie, dans les milieux biologiques, dans les êtres vivants, il y a souvent des solutions tampons. C'est le cas du sang chez les mammifères. Vous devez connaître la définition d'une solution tampon et vous devez aussi savoir comment préparer une solution tampon en chimie. C'est une question que je vous pose. Peut-être que d'ici la fin de semaine, vous saurez me donner la réponse. Lors de certaines réactions, il y a échange de H+, ce sont des réactions acide-base. On a vu dans le chapitre 3 qu'il pouvait y avoir un échange d'électrons. Donc, les réactions d'oxydoréduction, vous devez savoir écrire une réaction d'oxydoréduction équilibrée, c'est-à-dire conservation des éléments et des charges. Et pour ça, on peut utiliser, pour les équilibrer plus facilement, la notion de nombre d'oxydation. Vous devez savoir la définition d'un oxydant, d'un réducteur. Je vous invite là aussi à revoir, à refaire l'activité que vous avez sous les yeux pour identifier dans un couple l'oxydant et le réducteur. L'oxydant a le nombre d'oxydation le plus élevé. Ensuite, dans l'activité 3.3, on avait des demi-équations d'oxydoréduction à écrire. Et pour ça, pour les écrire plus rapidement, on peut utiliser le nombre d'oxydation. Relisez votre cours, refaites quelques exemples. Si vous savez écrire les demi-équations, vous saurez écrire l'équation, vous saurez refaire facilement l'activité 4 du chapitre 3. Nous avons utilisé ces notions pour montrer que l'échange d'électrons entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple pouvait se faire de manière indirecte par l'intermédiaire d'un fil dans une pile électrochimique. On a même fait un TP là-dessus. Attention, là, il y a une partie quantitative. On fait des mesures avec deux formules à connaître. La charge débitée par la pile, c'est l'intensité fois la durée de fonctionnement. Attention aux unités. Mais cette charge, c'est aussi le nombre de moles d'électrons fois la valeur absolue de la charge d'une mole d'électrons, c'est-à-dire le Faraday. Dans l'activité 5 et dans le TP, on avait fait un bilan de matière. Vous devez savoir refaire un tableau d'avancement. Attention au sens de la réaction. Indiquer les quantités de matière à l'état initial grâce aux données de l'énoncé. Et puis, déterminer, au moins de manière théorique, le bilan de matière à la fin de la transformation. Et en même temps, vous aurez la relation entre la quantité d'électrons qui a été débitée et la quantité de matière présente. C'est l'activité 5.3, il faudra, je crois, la refaire également. Je passe rapidement sur le chapitre 4, car on a passé ensemble beaucoup de temps dessus, et c'était dans la continuité d'un chapitre qu'on a fait l'an dernier. Souvenez-vous, il y a peu de définitions, mais beaucoup de savoir-faire. Par exemple, dans cet exemple-là, on avait des ions Fe2+ qui se formaient. Eh bien, à partir d'un graphe, vous devez savoir déterminer, en traçant une tangente, en faisant des calculs, la vitesse de formation ou d'apparition des ions Fe2+, de la même manière que vous devez connaître et savoir déterminer la vitesse de disparition du réactif, par exemple ici des ions Ag+. La nouveauté en terminale, c'est savoir déterminer l'ordre d'une réaction. Deux exemples, réaction d'ordre 0, si la vitesse d'apparition est constante au cours du temps, on avait utilisé Excel, je crois, et puis surtout savoir si la réaction est d'ordre 1 par rapport à un réactif. Vous avez la définition en jaune ici,
Et là, on avait fait appel quand même beaucoup aux mathématiques. C'est un des rares chapitres, pour l'instant, où il y a un lien relativement fort entre l'APC et les mathématiques, le cours de Monsieur Vautrin. Je vous invite à refaire au moins une des deux activités que vous avez ici sous les yeux. Je vais être bref sur le dernier des chapitres à revoir, puisque c'est tout frais, hein, ça date de la semaine avant les vacances et des jours qui sont en train de se passer. Euh, on aura terminé les activités pour le bac blanc, donc je vous invite à revoir ces activités. Parfois, on vous donne des équations horaires et vous allez pouvoir en déduire les équations horaires de la vitesse, puis éventuellement du vecteur accélération. Parfois, on vous donne un graphe et à l'aide de ce graphe, c'est-à-dire à l'aide de cette chronophotographie, la position du point en mouvement au cours du temps, vous devez savoir dire si le mouvement est rectiligne, circulaire, ici il est parabolique. Vous devez pouvoir dire si le mouvement est uniforme, c'est-à-dire avec une vitesse constante ou pas. Et à partir de ce graphe en particulier, en tenant compte, attention, de l'échelle, vous devez savoir déterminer des vitesses instantanées et également vous devez savoir tracer le vecteur variation de vitesse, vous savez, V3, vecteur V3 moins vecteur V1, mais aussi déterminer ensuite le vecteur accélération. On a passé du temps, 1 heure hein, sur l'activité 6.5, donc je considère que c'est normalement bien connu par tout le monde. Voilà, je vous souhaite bon courage. Dans tous les cas, pour préparer une épreuve de baccalauréat, on prendrait des brouillons, une calculatrice, on s'isole et on se donne des objectifs. Par exemple, en 1 heure, voilà, je vais revoir le chapitre 3, je relis tranquillement le cours et ensuite sur une feuille blanche, j'essaie de refaire des activités, je cherche et ensuite je passe à autre chose. Mais faites-le, normalement vous avez déjà commencé vos révisions. Voilà. Bon courage. Si vous avez des questions, je peux y répondre.